Donc, effectivement, je vais vous parler de valorisation des données sol pour la gestion des territoires, en m'appuyant sur des travaux que nous avons réalisés dans le cadre d'un projet régional Artisol, projet financé donc, par la région Occitanie, au cours duquel on nous a demandé de développer un indice de multifonctionnalité des sols pour la caractérisation des espaces potentiellement perdus par l'artificialisation en région Occitanie. Donc voilà tous les auteurs qui sont associés à ce travail. On a collaboré donc, dans le cadre de ce travail, dont notamment Philippe Lagacherie qui est présent ici, et Eva Rabot, donc je voudrais aussi insister parce qu'elle est l'autrice de la plupart des diapositives que je vais présenter. Donc les données sol qui ont été valorisées sont celles issues du référentiel régional pédologique, RRP, donc, qui est une carte des sols, qui représente donc, là, les unités cartographiques de sol, les polygones qui sont représentés. Cette carte est consultable sous n'importe quel outil SIG. Et associée à cette carte, donc, une base de données qui est livrée au format Access, et donc dans laquelle on va pouvoir aller chercher les propriétés des sols. Donc, l'échelle de ce RRP, c'est le 1/250 millième. Donc, pourquoi avoir travaillé sur le RRP? Parce qu'à ce jour, c'est la seule information sur les sols disponible quasiment sur la quasi-totalité de la France. D'ailleurs, c'est pas quasi-totalité, c'est disponible partout. C'est celle qui est affichée dans le géoportail quand vous affichez la carte des sols du géoportail, c'est ça qui remonte. Voilà, donc il y a encore quelques régions là, qui sont en grisé, mais qui normalement en 2023 vont être effectivement disponibles. Donc les RRP en fait sont issus du programme Inventaire, Gestion et Conservation des sols, l'IGCS. Ce programme est national, il est coordonné par le GISOL. Donc ce groupement d'intérêt scientifique sur les sols a vu le jour justement parce qu'il y avait un besoin de s'organiser pour capitaliser les données sols. Et ce GISOL s'est appuyé donc sur des acteurs régionaux pour sous-traiter les RRP dans les différentes régions de France. Donc en Occitanie, la partie est de notre région a été faite il y a longtemps par, j'allais dire les ancêtres, mais c'est un peu exagéré quand même, les prédécesseurs de Philippe Lagacherie, donc par l'INRAE et Elisa de Montpellier. Pour la partie occidentale de notre région, la Chambre régionale d'agriculture Midi-Pyrénées a porté le projet, puis la Chambre d'agriculture du Tarn, et plus récemment donc, le laboratoire écologie fonctionnelle et environnement. Donc ce cadre national, finalement, il assure un respect de certaines règles de cartographie. Donc par exemple, un sondage à la tarière tous les 200 à 600 hectares, une fosse pédologique tous les 2000 à 6000 hectares. Donc, à titre d'exemple, si aujourd'hui la ville de Montpellier devait être cartographiée selon les standards des RRP, il faudrait réaliser entre 10 et 30 sondages à la tarière et 1 à 3 fosses pédologiques. Donc, ces observations de terrain et d'analyse sont saisies dans une base de données nationale, donc qui est imposée au maître d'ouvrage, et qui permet donc de regrouper des données pédologiques qui soient tout à fait comparables d'une région à l'autre. Voilà, et on obtient donc, au vu de la densité de données recueillies, donc il est estimé que finalement cette densité assez lâche contraint l'échelle de représentation, et on estime que ça correspond à une échelle du 1/150 millième, donc ça veut dire que 1 millimètre sur la carte correspond à 250 mètres sur le terrain, et que la plus petite surface représentée, c'est 50 hectares. Donc au final, cette échelle, elle permet de travailler au niveau régional ou départemental, mais pas au niveau infracommunal, par exemple. Alors, donc dans ces référentiels régionaux pédologiques, ce qui est vraiment dessiné sur la carte, ce sont des unités cartographiques de sol. Effectivement, ça ne marche pas. C'est-à-dire, ce sont des portions du paysage dans lesquelles on estime que les facteurs de formation des sols, comme la géologie, le relief, la végétation, le climat, sont relativement homogènes. Et donc, finalement, les conditions de pédogénèse sont relativement homogènes. Ceci étant dit,
quand on a besoin de caractériser un sol vraiment et de le caractériser par des données pédologiques, il faut donc on s'appuie sur des échantillons de sol qu'on va prélever sur des fosses pédologiques. Et ces fosses pédologiques, on les fait sur des sols bien précis, bien caractérisés. Et donc c'est ce qu'on appelle les unités typologiques de sol, donc les types de sol qui peuvent donc être multiples au sein d'un polygone. On peut donc avoir plusieurs unités typologiques de sol. Donc ces unités typologiques de sol, ces UTS sont décrites donc par toutes des analyses, mais elles ne sont pas spatialisées. Voilà, donc ces UTS sont décrites par, d'une part, des données qualitatives qui sont recueillies par des observations de terrain, la texture, la couleur, l'abondance des tâches d'oxydoréduction, l'effervescence à l'acide chlorhydrique, et par des données quantitatives, donc issues d'analyses de laboratoire réalisées sur des échantillons de sol prélevés sur les fameuses fosses pédologiques, donc teneur en éléments grossiers, granulométrie, teneur en matière organique, teneur en calcaire, pH, etc. Donc pour illustrer mon propos, un exemple d'une unité cartographique de sol donc, que vous avez dessiné ici, qui sont les falaises de calcaire dur et sols colluviaux hétérogènes en pied de falaise du COS du Larzac. Donc là, les pédologues ont estimé que c'était un ensemble relativement homogène d'un point de vue pédogénétique. Mais vous comprenez bien que quand on va dans cette UCS pour aller prélever des échantillons de sol, ben selon l'endroit où on va faire la fosse, effectivement, on ne va pas tomber sur le même type de sol. Et donc là, on a distingué, en gros, sur les falaises, alors je ne peux pas vous montrer avec mon pointeur, là, mais voilà, sur ces falaises où le matériau parental affleure, ben, on aura des sols bruts, quasiment pas de sol, hein, ce qu'on appelle des lithosols, strictement. Par contre, dès qu'on a un minimum de rupture de pente, dès lors qu'il y a beaucoup de cailloutis, on va avoir des sols un peu plus développés, mais très riches encore en cailloux, qu'on appelle des peyrosols. Et puis, quand la rupture de pente est un peu plus significative, en sommet de versant, on va avoir des sols un peu plus développés, donc on appelle des renzines ou des randosols. Donc voilà, en gros, rapidement, les trois unités typologiques de sol les plus représentatives de cette UCS. Donc elles n'ont pas été spatialisées, mais voilà, dans la base de données, on indique le poids qu'elles représentent dans l'UCS, donc leur répartition en pourcentage de la surface de l'UCS. Donc voilà, finalement, ce projet Artisol a été pour nous l'occasion de fusionner les RRP qu'on avait côté Midi-Pyrénées avec celui de Languedoc-Roussillon, donc de façon à obtenir une seule carte et une seule base de données associée. Bon voilà, c'est la carte, la fameuse carte qui remonte dans la couche des sols du géoportail. Donc là, vous avez l'UTS dominante qui a été représentée pour chaque UCS. Donc vous voyez, on a une région magnifiquement diverse en termes de sol. Hein. On retrouve en gros en Occitanie tous les types de sols qu'on a au niveau national. Et puis vous avez en haut le lien. Aujourd'hui, cette base de données Occitanie avec la carte associée, elle est en accès libre sur le premier lien, donc distribué par OpenIG. Et voilà, les RRP départementaux de l'ex-région Midi-Pyrénées sont accessibles aussi, donc par département cette fois, sur le deuxième lien que j'ai mentionné, donc qui est un espace donc géré par l'OMP. Alors, donc pour développer notre indice de multifonctionnalité potentielle des sols, donc la région Occitanie nous a demandé de répondre à cette question. Donc, cet indice devait répondre à cette question: quels sont les sols à protéger de l'artificialisation pour assurer la sécurité alimentaire de la région Occitanie dans les 100 prochaines années, tout en minimisant l'impact des activités agricoles sur l'environnement. Donc, pour répondre à cette question, on s'est intéressé aux sols capables de produire de la biomasse, essentiellement. Produire de la biomasse, certes, mais en minimisant l'impact sur l'environnement. Donc, on a travaillé sur des propriétés de sol disponibles à l'échelle régionale. Et on a aussi utilisé des propriétés des sols intrinsèques au sol, c'est-à-dire celles qu'on estime non modifiables à notre échelle de temps. Donc, compte tenu, donc, on travaillait sur une échelle de long terme. Voilà.
Alors, les services écosystémiques, donc du coup, sur lesquels on a travaillé, c'est d'abord production d'aliments, de biomasse et de fibres, régulation des crues et de la qualité des eaux de surface et souterraines, régulation du climat. Donc, adossé à ces services, 4 fonctions du sol, l'habitat physique et chimique pour la croissance végétale, la rétention et transfert d'eau de polluants et le stockage du carbone. Donc, on a croisé ces 4 fonctions à 3 usages de sol. D'une part, culture annuelle et prairie temporaire. D'autre part, culture pérenne. Et enfin, prairie permanente. Voilà, et c'est ce croisement entre fonction et usage qui nous permet d'appréhender la multifonctionnalité des sols. Alors, nos 4 fonctions, donc on les a caractérisées par les propriétés de sol qu'on a dans notre base de données. Bon, voilà. Et donc, encore une fois, on a pris les caractéristiques intrinsèques du sol, celles qui ne sont pas modifiables à court terme. Donc, on n'a pas pris en compte le volet vivant, le compartiment vivant de nos sols, parce qu'on estime que c'est trop inféodé aux pratiques agricoles. On n'a pas pris en compte non plus l'accessibilité aux parcelles, et ça aussi, ça peut jouer beaucoup sur ces potentialités, ni le climat. On a vraiment tenu compte que des caractéristiques intrinsèques des sols. Donc, on a croisé ces 4 fonctions aux 3 usages. Et on a comparé les valeurs qu'on avait donc, pour chacune de nos UTS à des valeurs seuil à ne pas dépasser de façon à ce que la fonction soit réalisée pour chaque usage. Dès lors que donc les fonctions ne dépassent pas la valeur seuil, les valeurs qu'on avait, on a estimé donc que la fonction est satisfaite pour l'usage considéré. Si par contre, donc, un des facteurs peut compromettre la réalisation de l'usage, donc la fonction n'est pas satisfaite, donc si un des seuils est dépassé. Donc on a mené cette évaluation pour les 3 usages, et donc au final, l'indice de multifonctionnalité, finalement, c'est le nombre de fonctions satisfaites sur les 12 fonctions. Donc ici, dans cet exemple, on obtient un score de 10 sur 12. Et voilà. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a livré? Quels sont les outils disponibles qui ont été distribués? Donc, 2 cartes ont été distribuées. La première, finalement, c'est l'étape intermédiaire avant d'arriver à l'indice final, donc, qui est la carte du service de production d'aliments, de biomasse et de fibres. Donc, finalement, on compte le nombre de fonctions satisfaites pour ces 2 fonctions, habitat physique et chimique, pour la croissance végétale pour 3 usages. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. Donc, on obtient un score sur 6. Et donc, voilà la carte qui a été livrée, où ici, le bon potentiel de production donc, a été illustré par des couleurs du brun à l'orange. Donc, ça illustre un potentiel entre 3 à 6 sur 6. Et à l'inverse, donc, le faible potentiel de production a été mis en grisé, donc, et illustre des sols dont le potentiel varie entre 0 et 26. Donc, il faut souligner là qu'on a choisi de représenter la note du service de production de biomasse, donc par sa valeur dominante dans chaque UCS. Du coup, les UCS possédant des résultats trop hétérogènes ne sont pas colorés, et donc ça incite l'utilisateur à aller regarder la table attributaire correspondante. Voilà, donc deuxième carte, la carte du zonage des sols à forte multipotentialité potentielle. Donc là, cette fois, aux 2 premières fonctions se rajoute la fonction de rétention, transfert d'eau, de polluants et stockage du carbone, ce qui nous donne 4 fonctions pour 3 usages, 4 fois 3, 12, donc un total sur 12 points. Et là, on a considéré donc les sols qui présentent les meilleures potentialités, donc qui étaient ceux dont la note était supérieure à 8 sur 12. Et finalement, on livre une carte dans laquelle on représente les UCS colorés en vert foncé lorsque
plus de 75% de leur surface donc, comportent des sols à fort indice de multifonctionnalité potentielle. En vert clair, donc, celles dont 50 à 75% de l'espace sont des sols à fort indice de multifonctionnalité. Et on a laissé hors zonage donc les sols qui ne sont pas optimum du coup pour l'agriculture, qui fournissent d'autres services écosystémiques, mais qui doivent être utilisés donc avec des outils adaptés. Donc, j'insiste sur les limites de ces outils. C'est une évaluation qui est basée sur un point de vue particulier de la multifonctionnalité des sols. Elle ne prend pas en compte tous les services rendus par les sols. Elle suppose une préférence égale des utilisateurs vis-à-vis des services, puisque tout est pondéré de la même façon. Elle ne prend pas en compte les valorisations actuelles des sols, comme les signes d'indication de qualité et d'origine, les SICO, donc, qui sont les AOC, les AOP, etc. Et voilà, donc on invite les utilisateurs à ne pas utiliser ces données au-delà de la question spécifique posée. Et on insiste aussi sur le fait qu'elles doivent être mises en contexte avec d'autres données, les zonages environnementaux, les zonages agricoles, des aménagements comme irrigation et le drainage qui jouent énormément sur la potentialité des sols, le climat, l'accessibilité. J'insiste aussi sur l'échelle, ne pas utiliser ces données à l'échelle infracommunale. Voilà, et puis si vous voulez en savoir plus, mais vous pouvez aller consulter l'article qu'on a publié, donc dans lequel l'indice est vraiment détaillé et qui pourrait être utilisable dans n'importe quelle autre région de France d'ailleurs. Je vous remercie de votre attention.